Yeah, I haven't read the whole thing, but it looks like Jack Smith doing more what he does, which is filing these absurd lawsuits in an effort to influence the election. I think it's clearly an effort to try to do more election interference from Jack Smith. He should be ashamed of himself, and it's one of the reasons why we have to win, because he should not be anywhere near power. J.D. Vance, dans le fond, qui dénonce le procureur spécial qui a reformaté les accusations contre Donald Trump à la lumière d'un jugement de la Cour suprême, le rendu au mois de juin, qui n'accordait pas une immunité totale à Donald Trump pour ses crimes. Ça faisait la distinction entre ce qui est de l'ordre des fonctions du président et de l'ordre du privé. Alors, Jack Smith a tout effacé, ce qui se passait dans le bureau ovale, tout ce qu'il pouvait, pour ramener la chose à Donald Trump en disant il est accusé pour des gestes qu'il a faits en fonction de privé, parce que les élections présidentielles ne sont pas la responsabilité du président. Alors, c'est un des sujets avec mes invités, qui sont des amis de l'émission à Washington, Olivier Piton, avocat, et auteur, évidemment, de Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique. Votre livre, là, ça a été relancé, je pense, hein, Olivier Piton, puis on attend la suite. Pas mal. Ça pas mal. Vous aviez le PIF en 2021. Raphaël Jacob, vous êtes chercheur associé, je vous fais rire, à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Écoutez, évidemment, J.D. Vance dit que c'est une chasse aux sorcières encore, c'est un argument face à toutes ces accusations. Je vais vous entendre là-dessus, Olivier Piton. J'ai fait une description un peu mon Dieu, simple de la situation, mais est-ce qu'on est dans une situation d'ingérence électorale et de chasse aux sorcières ici, ou si Jack Smith a pris le bal au bond du jugement de la Cour suprême, qui a dit « Ah, vous avez peut-être une petite porte ouverte là, avec des infractions qui sont de l'ordre ou des crimes qui sont de l'ordre de la vie dite non officielle du président ». Alors, le terme de chasse aux sorcières, comme on le sait tous, c'est un terme politique utilisé par les républicains. Mais en l'occurrence, il s'agit plutôt ici d'une guerre des juges. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Tout part de la décision de la Cour suprême du 1er juillet dernier, ce que vous avez tout à fait rappelé, qui essaye de fixer, enfin qui demande à ce qu'on fixe une sorte de partage entre les actions officielles d'un président en exercice et ce qui est du cadre privé. Et la Cour suprême demande en particulier à la juge fédérale, donc Tonya Chutkan, de définir ce qui est de l'ordre du privé et ce qui est de l'ordre du public. Et avant même cela, alors que c'était à elle de prendre effectivement ces mesures, Jack Smith décide plutôt que d'attendre son appel à elle, de redéposer effectivement les chefs d'accusation en les modifiant légèrement, ce qui fait qu'en fait, il prend la balle au bond, effectivement, mais il va sur les plates-bandes de la juge fédérale du district de Washington, du district de Columbia. Et donc, effectivement, c'est un tout petit peu étonnant. On pense, si vous voulez, que Jack Smith est dans une logique quand même, comment je peux dire, il est dans une logique où il s'agit effectivement de laver l'affront de ce que lui a fait subir la Cour suprême, puisqu'on se souvient qu'entre le jour de la Cour suprême qui prend ses décisions le 1er juillet et le 15 juillet, la juge Aline Cannon le dessaisit. Alors il fait appel, mais on sent vraiment une espèce de mano à mano chez les juges. Et le problème, c'est que dans cette histoire, celui qui va sans doute en tirer un bénéfice politique, c'est Donald Trump, pour une raison extrêmement simple. Il n'y aura pas de procès avant le 5 novembre. Donc de relancer la machine ne permettra pas de toute façon d'accélérer la procédure. En même temps, s'il devait être élu, il annulerait tout ça, ce qui est d'ordre du fédéral. Et là, l'autre argument évoqué par le clan Trump, c'est de dire c'est indigne parce que c'est de l'ingérence électorale. Or, c'est une directive simplement qui dit qu'on ne peut pas intenter une poursuite ou quoi que ce soit, entamer des procédures qui pourraient être préjudiciables 60 jours avant une élection. Absolument. Et il y a aussi ceci à garder en tête par rapport à la décision de la Cour suprême qui est allée statuer qu'on ne pouvait plus poursuivre un président en exercice. C'était une théorie légale, c'est maintenant rendu de la jurisprudence suite à cette décision de la Cour suprême, ce qui fait en sorte que si M. Trump est réélu en novembre, la poursuite, en fait, les poursuites fédérales, sans dire qu'elles vont tomber, elles vont au minimum être suspendues pour la durée de son mandat. Il va les effacer de toute façon. Et il pourrait effectivement, carrément lui-même les annuler. Bon, bien comprendre. On va écouter la juge Jackson de la Cour suprême qui a donné une entrevue hier à CBS. C'est assez intéressant parce que si on ne voit pas ça, les juges commenter, les juges de la majorité ou les autres, on l'écoute brièvement.
In your dissent, you wrote that the court declared for the first time in history that the most powerful official in the United States can, under circumstances yet to be fully determined, become a law unto himself. It sounds like a warning. Well, I mean, that was my view of what the court determined. You were concerned about broad immunity. I was concerned about a system that appeared to provide immunity for one individual under one set of circumstances, when we have a criminal justice system that had ordinarily treated everyone the same. Alors, Olivier Piton, la justice criminelle doit être la même pour tout le monde. Or, l'effet du jugement de la Cour suprême, c'est de créer un système juste pour un homme dans un jeu de circonstances, et dans ce cas-ci, de la tenter d'invalider l'élection de novembre. Alors, vous avez noté que Khalida Jackson est extrêmement prudente. Elle dit « c'est mon opinion », donc elle ne va pas extrêmement loin non plus. Elle est très prudente. Elle est très prudente pour une raison fort simple. C'est que la décision a été prise par la Cour suprême par 6 juges contre 3. On sait pertinemment qu'elle faisait partie des 3 qui s'y étaient opposés et qu'à partir de ce moment-là, elle ne donne que son opinion. Le problème, on va en arriver au fond dans un moment, mais le problème d'abord politiquement, c'est que tant que la Cour suprême aura une majorité de juges conservateurs, il n'y aura aucun moyen pour les progressistes de modifier quoi que ce soit. Premièrement, maintenant, sur le fond, c'est une vraie question de juriste. Ce que disent les démocrates, c'est qu'il s'agit d'une décision intuitu personnée directement concernant Donald Trump. Ce que disent les conservateurs, c'est qu'il s'agit d'une décision d'ordre général qui ne concerne pas uniquement Donald Trump. La réalité, c'est qu'évidemment, même si la décision est plus large, elle le concerne au premier chef. Et qu'au bout du compte, on pourra s'interroger, et on laissera les constitutionnalistes s'interroger sur le fait de savoir si effectivement séparer le public du privé, de la manière dont la Cour suprême l'a formulé, est effectivement une décision en faveur de Donald Trump uniquement, ou plus largement pour l'ensemble des présidents. Ce qu'ont dit les juges au moment de la décision, c'est que c'était une décision pour l'histoire, mais ça, chacun le jugera en fonction de ses affinités, bien sûr. Et surtout, si Donald Trump devait être réélu. Des informations nouvelles. Il y a eu, le soir du 6 janvier, un documentaire tourné. La fille de Nancy Pelosi la suivait, a tourné un documentaire qui a été diffusé déjà il y a un moment, qui était assez percutant. Et on a diffusé des extraits nouveaux, inédits, traduisent bien la colère de Nancy Pelosi à l'endroit de Donald Trump. On écoute. There is a domestic enemy in the White House. And let's not mince words about this. You're done with Donald Trump. How does it feel? I just feel sick that what he did to the Capitol and to the country today. He's got to pay a price for that. Commentaire, Raphaël, là-dessus, sur ces extraits? Absolument. Il y a un lien direct à tisser entre les procès présentement et ce qu'on vient de voir de Mme Pelosi. C'est-à-dire que la responsabilité première pour barrer et pour punir Donald Trump, pour le barrer de la Maison-Blanche à jamais, ne devait pas tomber dans les mains d'un procureur spécial comme Jack Smith. Ça tombait dans les mains des élus du Congrès, qui, du côté démocrate, ont fait leur travail. Le destituer. Le destituer et le barrer à jamais. Il y avait aussi cette option-là. Ouais. Et parce qu'on a eu une écrasante majorité, à peu près 90 des élus républicains, à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, qui ont voté contre, qui ont voté donc pour l'acquitter, on est rendu aujourd'hui dans une situation qui est surréaliste. On ne le dit pas assez souvent, d'avoir quelqu'un qui pourrait retourner au pouvoir à la tête d'un gouvernement qu'il a lui-même tenté de renverser de façon complètement illégitime. Mais encore une fois, les propos de Mme Pelosi sont pertinents dans ce contexte-là et je me permets d'ajouter ceci rapidement sur sa fille. Vous évoquiez ces documentaires au pluriel. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu les documentaires d'Alexandra Pelosi, la fille de Nancy Pelosi, dans bien des cas, ils sont extrêmement éclairants. Un en particulier sur les insurgés du 6 janvier 2021, on en dépeint un portrait qui est à la fois nuancé et pathétique. On voit à quel point Trump est allé chercher de pauvres personnes pour les manipuler à ses propres fins. Et des centaines déjà ont été condamnés à des peines d'emprisonnement. Je pense que la plus lourde peine, c'était 22 ans. Un mot là-dessus, Olivier Piton, est-ce que le 6 janvier va continuer d'hanter Donald Trump? Parce qu'au fond, il y en a qui craignent déjà que Donald Trump se prépare à rejeter les résultats d'élections qui s'en viennent.
Oui, ce que dit Raphaël est tout à fait juste. Ce que dit Nancy Pelosi dans ce court extrait, c'est qu'elle veut cibler ce qu'elle considérait comme le responsable. Je mets le conditionnel parce qu'aujourd'hui, Donald Trump, comme on vient d'en parler, n'est toujours pas condamné. Il n'y a pas eu de procès de l'affaire du Capitole. Donc on va toujours rester sur le conditionnel. Mais ce que dit Nancy Pelosi, c'est qu'elle veut cibler la tête. Et pour elle, la tête, c'est pas Steve Sund qui est le chef de la police du Capitole et qui a été mis en cause et d'ailleurs qui a démissionné. Elle veut cibler Donald Trump parce qu'elle considère que c'est lui le responsable. Et donc ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime, c'est une forme de colère en disant ne nous trompons pas d'adversaire, le véritable adversaire, celui qu'il faut punir, c'est Donald Trump. Maintenant, du côté des Républicains, on a un mot, ce qui est intéressant, c'est que cette scène permet aussi de ressortir l'autre côté de la version du 6 janvier, celle des Républicains. Les Républicains ont voulu défendre en fait une thèse inverse de deux manières. Une manière un peu simpliste en disant il n'y a pas eu vraiment d'attaque et c'était juste des touristes. Ça, on balaye, ça n'est pas sérieux. Il y a une deuxième tentative de défense qui est de dire c'est un procès ou c'est une attaque politique, on en veut à Donald Trump. La preuve en est, Nancy Pelosi, au moment de la constitution de la commission d'enquête, avait refusé à des pro-Trump d'en faire partie. Et donc là, on est dans le narratif qui est de savoir est-ce que oui ou non, il y avait d'abord une responsabilité des services de sécurité. C'est ce que ne veut pas laisser entendre Nancy Pelosi en expliquant que c'est la responsabilité de Donald Trump, mais ce n'est pas ce que disent les Républicains. On n'en saura pas plus puisqu'on n'a toujours pas de procès et que tout dépendra de l'élection présidentielle pour savoir si au bout du compte il y en aura un. Je parle évidemment de Donald Trump. D'autres procès ont eu lieu, il y a eu des condamnations comme vous l'avez rappelé. Mais il veut les pardonner si jamais il est élu. Parlons maintenant de Kamala Harris. Son choix finalement, d'abord peut-être faire le point sur sa situation dans les sondages. Ça prend du mieux pour elle et en même temps sa stratégie est-elle bonne? C'est demain qu'elle accorde une entrevue à CNN, Raphaël, mais à deux. Avait-elle besoin de faire une entrevue à deux avec témoins? C'est la question que bien des gens vont poser, surtout chez ceux et chez celles qui ont des doutes par rapport à sa capacité et à son talent comme oratrice, comme communicatrice lorsqu'elle n'est pas scriptée. Donc, c'est une première entrevue. Ce serait surprenant que ce soit la dernière et ce serait surtout surprenant qu'elle n'ait pas à en donner au moins une de façon individuelle d'ici au 5 novembre prochain. Ça, c'est une chose. Pour les sondages... Ça fait une grande place à témoins, quand même. C'est un événement, l'entrevue. C'est un événement. En même temps, ça serait aussi, en principe, un événement qui serait individuel dans un contexte peut-être plus normal. Certains répondront qu'on n'est pas dans une campagne normale. Dans tous les cas, pour ce qui est des sondages, on a eu une série d'enquêtes d'opinion publique qui ont été diffusées par le réseau Fox dans les États du Sud qui sont compétitifs. On parle... Sunbelt. Effectivement, ce qu'on surnomme la Sunbelt, donc d'est en ouest, la Caroline du Nord, la Georgie, l'Arizona et le Nevada. Dans tous les cas, on est au coude à coude, des écarts d'1 point, de 2 points. Dans 3 des 4 États, Mme Harris est celle qui est légèrement en avance. La bonne nouvelle pour elle, c'est que tant et aussi longtemps qu'elle est en mesure de maintenir les 3 États au nord, ceux des Grands Lacs, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, ce qui n'est pas nécessairement acquis, mais tant qu'on présume ça, elle n'a besoin d'aucun des États du Sud. Autrement dit, Trump est dans une position qui est nettement plus périlleuse. Ils sont en train d'entrevoir un balayage. Je sais que vous n'aimez pas les prédictions, mais c'est encore serré, c'est dans la marge d'erreur. C'est excessivement serré. Je dis simplement qu'elle est dans une position où elle est plus solide que M. Biden ne l'était. Une petite minute pour vous, Olivier, en terminant là-dessus. Rapidement sur l'entrevue entre Harris et Walsh sur CNN, ça n'est effectivement peut-être pas très habile puisque d'une part, on reproche, et ça vient d'être dit fort justement, on reproche à Kamala Harris d'être incapable de parler sans ses prompteurs et sans ses fiches et d'être un peu prisonnière des notes de ses conseillers. Et donc, il y a ce premier problème qui fait qu'on ne va pas la voir en direct, dans un exercice en plus assez facile pour elle, et elle va être encore accompagnée de Tim Walz. C'est la deuxième critique qu'on formule, c'est qu'au bout du compte, l'importance que prend Tim Walz dans cette campagne tente à, si vous voulez, d'une certaine manière, à supplanter Harris, ce qui peut être un danger pour elle. C'est-à-dire que le boss, c'est elle, c'est pas lui. Il ne faudrait pas que ça s'inverse en donnant le sentiment au bout du compte que c'est vraiment lui qui tient les rênes, en tout cas qui ait une vision. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pour répondre sur les prédictions en un mot, elle sort d'une séquence extrêmement favorable avec le discours du 22 août à Chicago.
On entre dans une nouvelle séquence, le ralliement de Kennedy auprès de Donald Trump il y a 2 jours. On va voir ce qui va se passer et effectivement, à ce moment-là, on aura peut-être quelque chose d'un peu plus équivalent, mais elle est bien dans les sondages actuellement. Merci Olivier Piton, merci Raphaël. Il y a tellement à dire à tous les jours. On a une longue liste de sujets à aborder, tout aussi passionnant. Merci à tous les deux. À très bientôt. Merci. Au revoir.